Bonjour à tous, on va commencer. Ah, je m'entends bien. Merci d'être venus nous écouter à Arpas Trans et moi aujourd'hui sur une conférence sur le thème de comment faire de la reconversion des friches un levier de transformation des territoires par une approche stratégique et opérationnelle, qui est un vaste sujet. Donc on va essayer de le condenser en 30 minutes. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions après. J'entends très bien ce qui se passe à côté. Du coup, je vais peut-être me décaler un peu. Ok. Ouais, je peux me mettre de l'autre côté parce que je l'entends comme s'il était... Alors, j'ai entendu le monsieur là-bas se présenter, donc ça me rappelle aussi que je dois me présenter. Donc, je suis Catherine Nguyen, directrice de projet innovation et nouveaux usages pour Arpas Trans. Donc aujourd'hui, notre agenda pour les 30 prochaines minutes, je vais revenir sur Arpas Trans si vous ne connaissez pas notre entreprise. On va ensuite explorer la question des friches et de pourquoi c'est une opportunité qu'il faut explorer et exploiter selon nous. Ensuite, on va revenir sur notre méthodologie qu'on a éprouvée sur plusieurs projets pour une approche réussie de la reconversion des friches. Et enfin, une approche plus globale par rapport à la réponse que les friches peuvent constituer pour le territoire. Donc, Arpas Trans, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une société qui existe plus d'une vingtaine d'années, qui est présidée par Béatrice Moelle. Je pense que j'ai dit une bêtise parce qu'elle me fait une grimace. 30 ans. Qui est juste ici, donc n'hésitez pas à venir la voir juste après, qui est structurée autour de 4 activités. L'immobilier responsable, donc c'est tout ce qui est lié au bâtiment durable, aux stratégies environnementales et au développement durable de manière générale, autour de la biodiversité et de la biophilie. Donc on est depuis plus de 10 ans, on a intégré la société Gondwana dans nos équipes et on travaille sur des diagnostics de biodiversité et des stratégies d'éco et paysage pour l'immobilier. Une équipe sur le design et l'aménagement intérieur qui fait de la programmation, pardon, pas de la programmation, je vois des signes en même temps, ça me perturbe. Qui fait de l'aménagement intérieur et de la conduite du changement, principalement sur des espaces tertiaires, notamment liés à la transformation des modes de travail. Et enfin, l'équipe dont je fais partie, programmation et innovation, où on travaille sur de l'AMO, de la programmation, du smart building, de la conduite d'opération et tout type de stratégie immobilière dédiée à tout type d'acteurs de l'immobilier. On est plus de 100 aujourd'hui, situés à Paris et Lyon. Alors, notre équipe, elle se mobilise pour contribuer au rééquilibrage du vivant, notamment par rapport aux questions de redirection écologique et également à notre activité liée à la biodiversité, pour travailler sur la concrétisation de l'évolution des modes de vie, parce qu'on s'interroge sur la transformation des modes de vie et leur impact sur l'immobilier aujourd'hui. Et on travaille sur la redirection écologique du secteur de l'immobilier de manière générale par rapport justement aux thématiques de transformation des friches et transformation de l'activité de l'immobilier liée à la rénovation et tout autre sujet dans cet alignement. Aujourd'hui, on travaille pour tout type d'acteurs de l'immobilier et sur de la stratégie, du workplace, de l'AMO, de la conception d'aménagement intérieur, du diagnostic environnemental, de l'audit, de la biodiversité, de la certification et également de la conduite du changement. Donc je vois que mes slides ne sont pas affichés en entier. Mais de vastes sujets. Je vous invite plutôt à venir échanger avec nous pour en savoir plus, puisqu'on traite énormément de thématiques autour de l'immobilier. On travaille sur tout type d'actifs et dans différents contextes, donc la rénovation, de la requalification, de la construction neuve, des espaces verts également. Donc toujours au niveau de l'immobilier et du quartier principalement. Et enfin, on est très fiers de toujours rappeler qu'on est la première société française de l'immobilier à avoir été certifiée B Corp, puisqu'on a un impact positif dans le cadre de nos projets, sur nos équipes et également sur l'environnement. Et c'est pour ça que c'est également devenu notre raison d'être de créer ensemble un immobilier et des villes à impact positif. Donc, pour revenir au sujet du jour, comment faire de la reconversion des friches un levier de transformation des territoires par une approche stratégique et opérationnelle.
Comme je vous l'ai dit, le premier point, c'est la question de l'opportunité à exploiter. Pour nous, les friches sont une opportunité par rapport à la question de l'anticipation de la résilience face au changement climatique qu'elles représentent. Aujourd'hui, la reconversion des friches, elle peut se structurer autour de 3 points. La question de la reconversion et de la réutilisation des bâtiments existants, ce qui contribue pleinement à la question de l'utilisation limitée des ressources par la réhabilitation. Elle permet également de contribuer à la question de la désartificialisation, notamment avec les objectifs de zéro artificialisation. Et par ce fait de préserver des sols perméables pour contrer contre les conséquences du changement climatique. Et par le troisième point qui est très récurrent dans les friches, qui est la dépollution. Elle permet également de limiter l'effondrement de la biodiversité et les conséquences sur l'ensemble des écosystèmes vivants. Et c'est pourquoi ce triptyque, pour nous, c'est quelque chose qui est indéniable, puisque dans la reconversion des friches, on a souvent la question de la densification, de l'évolution des modes de vie qui est questionnée et qui est une problématique qui peut se partager. Pour autant, la question de l'anticipation de la résilience au changement climatique est quelque chose de non discutable, disons. Et c'est pourquoi on pense qu'il faut vraiment avancer sur la reconversion des friches. Cette croyance, on voit qu'elle se traduit aujourd'hui dans des objectifs réglementaires et dans des stratégies nationales comme l'arrêt de l'artificialisation par le ZAN, mais également par la stratégie nationale bas carbone qui est souvent ciblée plutôt sur les économies d'énergie. Pour autant, on peut rappeler que la construction d'un bâtiment, c'est 60% de ses émissions carbone, et c'est pourquoi il paraît assez évident que la reconversion des friches, c'est une solution qui s'inscrit également dans cette stratégie nationale. On voit aussi que c'est une traduction réglementaire, puisqu'on voit qu'il y a des fonds friches ou plans friches qui s'adressent plutôt aux acteurs publics, qui aident au développement de cette stratégie et qui valorisent par des subventions et des mises à disposition d'outils. Comme je disais, on a des subventions et des outils aujourd'hui qui permettent de favoriser et de faciliter l'activité de reconversion des friches, que ce soit par exemple sur les bases de données pour identifier quels sont les polluants ou les diagnostics à mettre en place, que ce soit par le recensement des friches ou également par les démarches de projets de reconversion. Il y a énormément d'outils qui sont mis à disposition des acteurs privés et des acteurs publics et dont tout le monde peut bénéficier aujourd'hui pour faciliter son activité. Le deuxième point aussi, c'est qu'on voit qu'il y a énormément de subventions pour notamment les acteurs plutôt publics, donc SEM et EPFL. Et qui sont sur différents types de friches, que ce soit de la transformation, de la reconversion ou également le développement d'outils pour faciliter cette activité. Donc aujourd'hui, on voit que d'un point de vue transformation, on a cette raison d'être pour la reconversion des friches. On a un contexte favorable par rapport à la réglementation et le contexte politique. On a des outils qui facilitent cette mise en place et on a des subventions. Bon, je vois que mes slides sont un petit peu bousculés, mais c'est pas très grave. Et donc le principal problème que nous on observe quand on échange avec des acteurs de l'immobilier ou de l'aménagement du territoire, c'est souvent les questions méthodologiques. On vient nous dire que c'est compliqué, que ça coûte cher, qu'il y a des méthodologies qui sont plus difficiles, qu'on n'est pas au niveau du neuf. Et donc, à travers nos expériences, on s'est rendu compte qu'il y avait certains piliers qu'on pouvait mettre en place pour favoriser une transformation de friches réussie. Donc, tous les sites ne se prêtent pas à de la transformation, mais certains sites s'y prêtent. Et si on le fait bien, en général, ça donne de très belles opérations. Alors, un petit point de vocabulaire. Depuis le début, je parle de friches. Mais on va parler de vacances de manière générale, puisque les friches sont souvent un terme qui sont plutôt employés par les acteurs publics. Pour autant, notamment avec le Covid, on se rend compte qu'il y a énormément d'actifs qui sont vacants et qui ne sont pas liés à une vacance structurelle, donc la vacance structurelle entre deux baux par exemple, mais qui peuvent être liés à une vacance sévère. Et donc aujourd'hui, je vais employer le mot friche pour que ce soit plus simple, mais on parle de tout type d'espace qui est vacant pendant plus de 2 ans et qui n'a pas d'utilisation, même s'il y a encore un propriétaire ou une valorisation possible. Donc notre méthodologie, rapidement, on l'a appliquée sur différents sites. Là, j'ai fait une petite sélection de 6 sites qui me semblaient intéressants. Donc, on a travaillé sur la reconversion des abattoirs de Luxembourg avec la société Jim Clemess. Frédéric Renaudy, représentante de Jim Clemess, est juste là.
ce qui est un ancien site d'abattoir qui a été réutilisé en site de graphes et dédié au street art. Et on travaille dessus pour en faire un quartier dédié à la culture, au street art, au sport urbain et avec un développement d'activités économiques. On a travaillé sur le site minier d'Arenberg pour en faire un site dédié à l'économie créative autour du cinéma. Le fort militaire d'Aubervilliers, où on a travaillé sur également le développement d'activités créatives, et ce fort donc, implique énormément de logements. On a travaillé également sur la caserne d'Amem à Fontainebleau, qui est une ancienne caserne militaire qui est reconvertie en campus universitaire. Sur la réserve foncière d'Épinay, qui était une réserve foncière à l'origine qui était dédiée à accueillir une école et qui est devenue un lieu de biodiversité et un sanctuaire écologique sur lequel on a travaillé pour créer un centre dédié à l'éco-construction et à la biodiversité. Et sur l'ancien site PSA RATP de la Garenne-Colombes, qui est devenu un campus tertiaire. Donc, j'ai rappelé également ces différents sites pour montrer que la méthodologie dont on va parler aujourd'hui, elle s'est appliquée à des sites qui sont de différentes origines, que ce soit industriel, tertiaire, du foncier non bâti ou alors des sites plutôt liés à de l'activité spécifique. Et que pour autant, avec les piliers qu'on a identifiés, on arrive à avoir une méthodologie commune qui permet de redorer le site. Ce que je voulais rappeler également aussi, c'est que ce travail il se fait à toutes les phases du projet immobilier et de l'actif, enfin de la reconversion. D'abord du sourcing de l'actif à valoriser pour identifier quel programme y est adapté, puisque tous les sites ne sont pas adaptés à tous les programmes, et c'est ça qui est très important à comprendre dans la reconversion de friches. Sur la phase d'occupation transitoire, à structurer les acteurs et ensuite à revaloriser des nouveaux actifs, des nouveaux usages sur le site. Sur la conception durable et adaptée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va avoir une conception qui peut être évolutive, qui va intégrer également des matériaux durables ou des matériaux issus de la reconversion du site. Également sur l'évolutivité des usages et l'exploitation, puisque le but, ce n'est pas de recréer des friches, mais d'avoir des bâtiments qu'on arrive à suivre et qu'on arrive à rendre évolutifs et arriver dans un imaginaire lointain éventuel, à ne plus avoir de friches du tout sur les zones urbaines. Donc, notre méthodologie, on a essayé de la structurer autour de 7 piliers. Donc, le premier, anticiper tous les risques du projet, l'analyse et la priorisation des spécificités territoriales, l'évaluation du potentiel de mutabilité de chaque site, l'intégration des usages alternatifs, s'appuyer sur l'ancrage historique pour innover, structurer la gouvernance et les relations partenariales et développer l'image et la dynamique du territoire. Je vois qu'il y a des photos, ça sera sur Internet également, donc vous pourrez regarder plus en détail après. Et donc ces 7 piliers, donc on ne les applique pas forcément dans cet ordre, mais c'est un petit peu la checklist à avoir pour être sûr qu'on réussit bien son projet. Le premier, c'est l'anticipation de tous les risques du projet. Donc c'est souvent quelque chose qui revient en nous disant c'est trop risqué, c'est trop cher, il y a trop de risques de pollution et autres. Alors, on a identifié que ces risques-là, ils pouvaient être à 3 phases. Donc d'abord sur la conception du projet. Comme je le répète depuis le début, toutes les friches ne permettent pas tous les programmes. Et contrairement à une programmation classique en général, une collectivité ou un acteur privé va nous dire que son besoin, c'est tel objectif, et on va travailler sur le site et on va permettre ce besoin-là. Alors que la reconversion de la friche, c'est à l'inverse, elle a des caractéristiques techniques, un capacitaire déjà, et donc on va plutôt partir de ce qu'elle offre pour ensuite dire, OK, on peut avoir ce type de site. Donc il y a tout ce travail d'observation et de définition du projet qui permet déjà d'éviter des risques d'inadaptabilité de programme. Ensuite, il y a la question de maîtrise du foncier, où c'est très important dans les friches de pouvoir identifier tous les acteurs qui sont présents sur le site, et également parfois des acteurs silencieux, c'est-à-dire qui sont des propriétaires ou des parties prenantes dont on n'a pas connaissance. Et donc on doit travailler sur une gouvernance partagée et co-construite dès le début, et en général ça marche mieux. Et enfin, c'est le risque réglementaire, où souvent on nous dit que ce n'est pas adapté, puisqu'on doit travailler sur la réglementation qui est adaptée au premier actif. Et pourtant, c'est ce qui est très intéressant, parce que très souvent, sur la reconversion de site, on peut plutôt modifier les réglementations, parce que travailler directement avec la ville et avoir des réglementations beaucoup plus adaptées et beaucoup plus intelligentes par la suite.
Le deuxième point, c'est sur la préparation du chantier, où là, on doit anticiper les risques par des études diverses, par exemple de sites, de sols et autres, et surtout la dépollution des sols. Donc, c'est le principal point de warning, puisque c'est assez cher à dépolluer. Et on se rend compte que, alors à la fois pour les collectivités, si on prend assez en amont, il y a des solutions qui sont peu chères, mais qui prennent du temps. Et il y a aussi également beaucoup d'aides en ce sens. Donc c'est quelque chose qui peut s'anticiper et qui n'est pas un risque si c'est pensé dans une stratégie à long terme. Et enfin, sur le dernier point, c'est sur la réalisation. Donc l'aménagement, la construction et le nouvel usage, où souvent on a un risque plutôt qui est lié à la population et à la durabilité du projet par le partage politique. Et donc là-dessus, on va inciter plutôt à une co-construction avec les citoyens, pour également les faire participer au chantier, participer également au dessin, au design, et participer à la réflexion sur les usages pour anticiper les risques de non-acceptabilité du projet. Le deuxième pilier, c'est l'analyse et la priorisation des spécificités territoriales. Donc, c'est un petit peu un cadrage de notre méthodologie. Donc, justement, quand on va essayer d'identifier quel est le programme qu'on veut mettre en place, on va diagnostiquer ces 5 catégories. Donc d'abord les activités économiques et non économiques, quelles sont les filières, les équipements, les besoins en économie sociale et solidaire qui existent sur le territoire, quelle est la composition du tissu social. Donc ce qui est intéressant avec la reconversion des friches, c'est qu'on va avoir une réponse complémentaire pour la démographie existante, mais on va aussi s'inscrire dans une logique de marketing territorial pour éventuellement attirer de nouvelles populations par des actifs qui ont une spécificité, puisqu'ils ont une identité patrimoniale forte, et souvent, ils permettent un nouvel imaginaire pour la ville, et c'est ça qui est intéressant. On va s'intéresser au genius loci du territoire, c'est-à-dire son tissu urbain, de quoi il est constitué, quelle est l'identité sur la trame verte et la trame bleue, quelle est la diversité en termes de biodiversité qu'on peut mettre en avant, et surtout la culture du territoire, pour être encore plus en lien, puisque en général, le site contribue déjà à la culture du territoire sur lequel on s'inscrit. On va s'intéresser aux politiques territoriales, puisque les stratégies de reconversion s'inscrivent souvent dans des stratégies de sobriété foncière, donc on a une logique de ne pas entrer en concurrence, par exemple, avec le développement justement des zones agricoles ou zones forestières, et plutôt s'inscrire dans une logique de densification ou de continuité du tissu urbain. Et également dans la logique de participation multipartenariale, donc comme je le disais, avec des citoyens, avec d'autres parties prenantes, avec d'autres structures hybrides, parfois issues de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, on va s'intéresser aux projets en cours, puisque c'est le grand risque de venir rentrer en concurrence territoriale. Et l'idée, c'est vraiment de construire des écosystèmes de transformation et d'avoir quelque chose qui est comme un projet pilier de nouvelles transformations. Notre troisième pilier, c'est de calculer le potentiel de mutabilité de chaque site avant de démarrer toutes les études, c'est-à-dire la situation du terrain, donc l'étude de site assez classique, la dégradation du bâti, et donc avec ces critères de mutabilité autour de l'état du bâtiment, l'architecture du bâtiment, sa capacité de transformation et la propriété des sols. Donc, est-ce que c'est un sol qui est trop pollué pour être transformé? Est-ce qu'il y a des risques par rapport à une étude de biodiversité? Et cette mutabilité elle va nous permettre d'identifier les atouts et contraintes du site pour la transformation dans une logique de long terme. Puisque parfois, on a un site qui paraît très intéressant d'un point de vue imaginaire collectif, représentation, mais pour autant, il n'est pas forcément apte à recevoir énormément de programmes. Donc il faut parfois faire le choix de la déconstruction. Et c'est pour ça également que j'ai remis un petit rappel sur le neuf, puisqu'on fait cette conférence en disant que c'est un axe, la rénovation, mais parfois il faut faire du neuf. Et pour ne pas recréer des friches, en revanche, on peut penser le neuf avec des questions de réversibilité. Et ça, on l'a appris notamment en étudiant le bâti et en identifiant quelles étaient les potentialités du bâti qui étaient les plus mutables. Et donc, je ne vais pas parler de réversibilité aujourd'hui, mais par contre, on a fait une autre conférence avec Patrick Rubin qui est disponible sur notre chaîne YouTube, où on parle uniquement de réversibilité et de comment bien faire la réversibilité. Le pilier numéro 4, c'est l'intégration des usages alternatifs. Donc, au minimum, réfléchir à ces usages alternatifs.
donc via les occupations transitoires qui sont assez connues, par exemple avec Plateau Urbain ou d'autres acteurs qui ont fait des sites majeurs aujourd'hui dans la vie parisienne, qui permet de sécuriser le site, de réduire la valeur de la perte de la valeur suite à la vacance, de préfigurer des usages ou de structurer également d'autres parties prenantes. Mais on a également d'autres usages alternatifs transitoires qu'on a tendance à oublier et qui pourtant sont très intéressants, comme la question du complément énergétique qui est complètement dans l'air du temps, où on peut utiliser un site pour, par exemple, y développer des ENR sans, par exemple, mobiliser un autre type de foncier. Bon, la contrainte, c'est que ça prend énormément de temps, puisque, par exemple, les fermes de panneaux photovoltaïques, c'est plutôt sur 20 ans que ça a une certaine rentabilité, mais pour des collectivités, ça peut être une approche très intéressante. On a également des solutions de dépollution, par exemple par phytoremédiation, où là, on a de la dépollution qui est peu chère, qui est plus longue, certes. Après, on a des points négatifs là-dessus qui sont qu'on a peu de retours d'expérience, donc c'est vraiment de l'innovation pour, par exemple, des collectivités qui ont des sites en trop, ou encore de la renaturation, puisque depuis le début, on parle souvent d'un actif vers un autre, mais une des réponses possibles aussi des reconversions de friches, c'est tout simplement de les renaturer. Le pilier numéro 5, pour nous, c'est s'appuyer sur un ancrage historique pour innover. Donc ça, c'est assez important dans la mesure où ça permet surtout de valoriser des usages innovants, mais également valoriser une architecture différente. J'ai pris 2 exemples sur lesquels on travaille. Donc, je disais les projets de reconversion des abattoirs au Luxembourg, puisque ce projet il est très intéressant dans le sens où pendant 20 ans, le site a été occupé par des graffeurs. Il a une vraie identité au sein de la ville, puisque tous les habitants du Luxembourg connaissent ce site, qui est assez central. Et c'est devenu une plateforme de graphes assez importante. Et par contre, donc, demain, on a un cycle de conférences qui a lieu de 14 h à 18 h sur la sobriété désirable et durable pour l'immobilier, en salle 341, où il y aura plusieurs personnes de notre entreprise, où vous pourrez échanger avec nous également. Et on a également une autre conférence jeudi matin à ce niveau-là sur les démarches de certification qui accélèrent à l'échelle des quartiers et des territoires. Mais du coup, pas de stand, mais vous pouvez venir me voir après. Voilà, merci beaucoup, je crois que je suis à 30 minutes.